Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. C'est en 1947 que l'Assemblée générale des Nations unies vote le plan de partage de la Palestine malgré le refus catégorique des Palestiniens et des États arabes voisins. Situé au Moyen-Orient, l'État de Palestine revendique son indépendance le 15 novembre 1988. Reconnu par 136 États sur 193 États membres que compte l'Organisation des Nations Unies, la souveraineté nationale et la reconnaissance internationale de l'État de Palestine font encore l'objet de controverses. Alors comment les Palestiniens vivent cette histoire singulière et pourtant si familière pour le reste du monde? Quelle perspective pour la Palestine? Pour en parler, je reçois l'ambassadeur de l'État de la Palestine en Côte d'Ivoire, Abdelkarim Ewaïda. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci de m'avoir invité à votre émission. Merci. Alors Excellence, historiquement, que représentait finalement la Palestine avant le mandat britannique, sur le plan géographique aussi, et qui y vivait? Bon, la Palestine, c'est une longue histoire. C'est l'histoire la plus ancienne dans le monde. C'est un berceau de la préhistoire de toutes les civilisations. C'est la ville le plus ancienne dans le monde, qu'il était habité jusqu'à un moment, c'est Jéricho. C'est le berceau de toutes les religions, judaïsme, christianisme, même le passage du prophète Mohammed pour monter vers le ciel. C'était une histoire pleine de civilisations. Mais les gens les plus connus qui habitaient à ce terrain, depuis le préhistoire, c'est les Canaaniens. Et après ça, il y a beaucoup de civilisations qui ont passé en Palestine, comme les Grecs, les Ottomans. Les Ottomans, mais ça, les Ottomans sont arrivés à la fin. Oui. Et au début, c'est les anciens Égyptiens. Et après, les Philistins, où dérive le mot palestinien, qu'ils ont des tribus qui sont arrivées de l'île Crète en Grèce, qui sont venus à la bande de Gaza, se mélanger avec les habitants là-bas. Et c'est de ça, il arrive le nom, les Romains, ils ont donné le nom Palestine par rapport à les tribus de Philistins. D'accord. Mais après ça, pendant le temps, il est arrivé pas mal de civilisations qu'ils ont en passage en Palestine. Il y a les Romains, il y a les Byzantins, il y a les Ayyoubi, il y a les Mamelouks, il y a les Syriens, il y a beaucoup de civilisations. Et à la fin, c'est fini par une colonisation britannique et après une colonisation israélienne. Alors justement, un peu de l'histoire. Ouais. Alors justement, c'est en 1947 que l'Assemblée générale des Nations unies vote le plan de partage de la Palestine, demandant de la création d'un État hébreu, donc un État juif, et un État arabe. Mais seul le premier va être créé, c'est-à-dire Israël, parce qu'on nous dit que les Arabes, à l'époque, ont refusé. Pour quelle raison? Ils ont refusé de diviser en deux. Bon, pour comprendre ce sujet, il faut retourner un petit peu en arrière. Avant que la création des Nations Unies, il y avait la Société des Nations. Oui, ASDN. Et la Palestine, à cette époque, elle était sur le mandat britannique. Pendant le 1933 et 1939, il y avait une révolution en Palestine par rapport à certaines activités juives et britanniques par rapport à le peuple qui habite dans ce terrain qui s'appelle Palestine à cette époque. Par rapport à ça, le Grande-Bretagne a envoyé deux commissions d'enquête. La première, c'est en 1937, ce qui s'appelle la commission Bell. Et le deuxième, c'est en 1937, ce qui s'appelle la commission Woodward. Cette commission, ils ont fait un rapport aux Nations Unies et ils ont mis une justification dans ce rapport de partager la Palestine en trois différents partis. Un parti pour les Juifs, un parti pour les Arabes et un parti international. Il consiste de Jérusalem, Bethléem et un couloir qui l'amène jusqu'à la Méditerranée. Mais en cette époque, pour que les téléspectateurs ils comprennent très bien c'est quoi le sujet, à l'époque des Nations Unies en 1947, c'était constitué de 57 pays seulement. La plupart des pays africains, ils n'étaient pas là, la plupart des pays arabes, ils n'étaient pas là, c'est seulement 5 pays arabes qui étaient à cette époque. La plupart des pays, c'était des pays occidentaux, plus les pays de l'Amérique latine. Il y a 2 pays africains seulement qui existent à cette époque, c'est l'Afrique du Sud et le Libéria. Ce
décision fameuse qu'il dit, la partition de Palestine, c'est une décision de l'Assemblée générale. Ce n'est pas une décision du Conseil de sécurité. Ça veut dire que toutes les décisions de l'Assemblée générale, ce n'était pas obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut le faire. Mais pour cette décision, le monde entier, à cette époque, se mobilise pour faire passer cette décision. À cette époque, moi, je lis un petit peu sur les mémoires de l'ancien ministre de Défense américain à cette époque. Il a écrit dans son mémoire que les pressions qui étaient faites et les méthodes qu'ils ont utilisées à l'Assemblée générale à cette époque, c'est honteux par rapport à les pressions qui s'étaient faites sur tous les pays. Mais en fait, c'était la décision s'était passée avec 33 voix en faveur, 13 contre, consiste de 5 pays arabes à cette époque, c'est l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Syries, le Liban et l'Égypte. Et d'autres pays musulmans qui ont voté contre. Et les 10 membres, ils sont s'abstenus et un absent. Parmi les 10 membres qui se sont abstenus, c'est la Grande-Bretagne. D'accord. Mais les Palestiniens, ils n'étaient pas là. Oui. Ça veut dire que les Palestiniens, ils n'ont pas refusé. Mais je veux ajouter quelque chose de très important, que même les chefs de mouvements sionistes à cette époque, comme Menachem Begin et Ishaq Shamir, ils étaient contre cette décision de partage. Même ils ont déclaré publiquement qu'ils sont contre. Mais d'autres étaient pour, Ben Gurion et autres. Mais ce que vous dites, c'est intéressant, parce qu'effectivement, c'est une autre version de ce plan de partage, donc qui pour vous était plus complexe et surtout... c'est pas un refus catégorique, c'était pour vous, l'histoire était plus complexe. Et pour vous, c'est l'origine du conflit israélo-palestinien encore aujourd'hui, ce plan de partage? Bien sûr, mais l'origine, c'est plus ancien. C'est à partir de 1917, quand le Lord Balfour, il a donné comment ça s'appelle, une promesse à le peuple juif de créer un État pour eux en Palestine. Oui. Et c'est à partir de là, ça a commencé tout. Mais je vais dire quelque chose très courte. Le refus de ce plan de partition, ce n'est pas seulement parce qu'il a partagé en deux, mais parce qu'il a donné plus de terre aux Juifs que les Arabes. On va en parler de cette délimitation, parce que finalement, les frontières officiellement revendiquées par le gouvernement de l'État de Palestine sont celles de la Cisjordanie, gouvernée partiellement donc par l'autorité palestinienne, et de la bande de Gaza, sous contrôle du Hamas. Aujourd'hui, que représente exactement la Palestine géographiquement, et à quoi aspirez-vous? Est-ce qu'il y a un vrai problème de frontières? Vous avez oublié un autre parti, que c'est le Jérusalem-Est, qui constitue la capitale de Palestine. Mais en tout cas... Qu'est-ce que ça commence d'une façon pas bien, pas injuste, que le monde à cette époque, il a donné 57% de notre terre historique pour créer un État pour les Juifs, pendant que les Juifs, ils constituaient 33% de la population à cette époque. Et ça, c'est injuste et personne ne peut l'accepter, ni nous, ni quelqu'un d'autre à cette époque. Il ne faut pas prendre les sujets hors de contexte. Il faut retourner dans le même contexte à cette époque et après, on peut demander. Et si on retournait encore une fois dans le même contexte, on va refuser encore une fois. Mais concernant l'autorité palestinienne, nous, le monde nous a demandé de reconnaître Israël et d'accepter de vivre ensemble dans deux États. Et ils ont nous demandé ça suffit pour vous, 22% de votre territoire historique. Ça constitue de la Cisjordanie, le banc de Gaza et le Jérusalem-Est. Ça, qu'est-ce que le monde nous demandait d'accepter? Et nous, on a accepté. Et c'est par rapport à ça, on a déclaré qu'on reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Et on a parti après dans un processus de paix. Ça a commencé avec l'accord d'Oslo entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin à cette époque. Grand moment historique dont on se souvient tous. Mais vous parlez des autorités palestiniennes, parce qu'au fond, c'est ça. Il y a l'autorité dite légale, parce qu'on observe quand même un éclatement politique visible entre la bande de Gaza, donc sous le contrôle du Hamas, et la Cisjordanie, qui est sous le contrôle du Fatah et de l'autorité palestinienne. Déjà, comment expliquez-vous cette fracture et cette tension entre ces deux C'est simple et c'est compliqué en même temps. En tout cas, Hamas, c'est notre frère, c'est nos frères. On est un seul peuple.
on vit ensemble. Il y a une différence. Mais le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël. Elle le reconnaît indirectement. Ah, Indirectement, parce que si le Hamas elle accepte l'État de Palestine sur les frontières de 1967, ça veut dire qu'il y a un autre État à côté. Même si elle n'a pas dit direct, et c'est leur droit, hein, c'est pas quelque chose. L'essentiel, qu'il y a un corps qu'il négociait avec Israël. Ça, c'est l'OLP. oui. Et l'OLP, c'est le plus grand que l'autorité palestinienne, qu'il était, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'ils aient un gouvernement en Cisjordanie et un autre gouvernement en Gaza. Mais il y a le seul représentant du peuple palestinien reconnu mondialement, c'est l'OLP. C'est l'OLP qu'elle négociait à la place du peuple palestinien. Oui, on va en parler donc de Yasser Arafat, peut-être le plus grand symbole. Mais parlons aussi, encore une fois, des autorités palestiniennes, parce que les dernières élections remontent en Palestine à 2006. En 2006, c'était donc pour élire le Conseil législatif palestinien. Et déjà, la surprise générale, ces élections qui ont été applaudies, félicitées, surveillées par le monde entier, c'est les Hamas qui le remportent. Et ce qui, visiblement, ne semble pas plaire au monde entier, puisque les Américains et les Britanniques vont venir interdire aux Palestiniens, vont en tout cas les menacer de suspendre les aides si elle laisse le Hamas s'installer, si elle accepte de respecter le résultat des urnes. C'est comme ça que vous l'avez perçu? C'était une pression? Ça montre encore une fois le deux poids, deux mesures de l'Occident. Très simplement. Parce que quand ça le sert quelque chose, ils sont bien, ils l'encouragent, ils se portent. Et si ça ne le sert pas, ils ne l'encouragent pas. S'ils ont envie de vraie démocratique, voilà, la démocratie, c'était là. Vous avez nous poussé pour faire la démocratie, de faire des élections, n'est-ce pas? Et voilà, la démocratie, elle a présenté le Hamas en pouvoir. À cette époque, on a essayé de trouver un moyen que le monde accepte qu'il y a une diversité palestinienne dans les idées. Mais à la fin, c'est qui gère, c'est qui négocie, c'est l'OLP, ce n'est pas l'autorité palestinienne. Ça veut dire que l'autorité palestinienne se constitue pour gérer la vie quotidienne des Palestiniens à l'intérieur. Mais le Hamas, elle a fait un grand chemin. Maintenant, le Hamas, malgré elle pense que il faut défendre la Palestine, il faut avoir notre indépendance par les forces militaires, c'est leur droit. C'est légitime de défendre et d'essayer d'avoir votre indépendance. Mais nous, les Palestiniens, en général, les Palestiniens, la plupart des Palestiniens, ils pensent d'un voie pacifique pour résoudre le problème. Mais ça ne s'empêche pas qu'il y a d'autres qui pensent d'une façon différente. C'est ça la démocratie. Historiquement, le Hamas, encore une fois, ne reconnaît pas Israël et prône la violence, finalement, contre l'État hébreu. Vous nous dites la défense, mais c'est ça la difficulté avec l'affaire palestinienne et israélienne. C'est que, là on parle du Hamas, vous êtes perçu par certains comme un peuple martyr, qui se défend de l'invasion ou l'agression israélienne. Et pour d'autres, comme les auteurs d'actes terroristes. Le Hamas est sur la liste de terroristes pour plusieurs États. Comment cela vous interpelle? Précisément les États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est pas faux. Première puissance du monde. Comment ça vous interpelle, ça, ce grand écart? On se dit, c'est de la défense, c'est du terrorisme. Encore une fois, je vous amène le même dilemma tout le temps. Deux poids, deux mesures. Oui. Quand il y a de résistance en Ukraine, c'est de la résistance contre les envahisseurs de la Russie qui a envahi l'Ukraine. C'est des héros, c'est de la résistance. Même, ils le montrent comment faire de cocktails Molotov. Et quand ça arrive aux Palestiniens, non, c'est du terrorisme. C'est ça le deux poids, deux mesures. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut avoir un juste équilibre entre tout le monde. Oui. Le droit international, il nous donne tous les moyens pour résister à la colonisation et à l'occupation. On a tout le droit, y compris le droit d'utiliser l'arme. La violence, la force. La violence, c'est un mot, comment on peut dire, il l'utilise pour montrer que ce n'est pas de résistance, c'est une violence commise d'un parti contre l'autre. Non, c'est une résistance, c'est quelqu'un qui défend son pays et qui essaye d'utiliser tous les moyens pour se défendre. Mais à la fin, si on est arrivé avec les Israéliens à conclure un accord d'Oslo, oui,
C'est qui a mis les bâtons dans les roues? C'est les Israéliens eux-mêmes, par assassiner Yitzhak Rabin. Oui, c'est vrai qu'Yitzhak Rabin on va dire que c'est en tout cas c'est un juif qui a assassiné le très regretté Yitzhak Rabin, qui à l'époque avec Yasser Arafat ont signé ces accords d'Oslo sur lesquels on va revenir parce qu'ils n'ont jamais vraiment été appliqués, ce qui pose encore problème. Mais en attendant, restons sur les autorités palestiniennes. Mahmoud Abbas, justement, qui avait annoncé des élections législatives le 22 mai 2021, avant de les reporter, à une date encore inconnue. Pour quelle raison? Parce que certains nous disent, il nous a dit que c'est parce que les colons juifs empêchaient les Palestiniens d'aller voter à Jérusalem. Mais d'autres disent que c'est parce que, à la vérité, le Hamas risquait encore de l'emporter. Pour moi, quelle est la véritable raison? Je pense que le président Mahmoud Abbas, il a montré plusieurs fois qu'il est un homme très démocratique. Et la preuve qu'il a donné le pouvoir à Hamas quand ils ont réussi leurs élections en 2006. Il a donné. Oui. Maintenant, le problème, c'est Israël. Le problème, c'est Israël parce que nous, on n'accepterons jamais de faire des élections sans l'Est de Jérusalem-Est. Toujours les Israéliens, ils nous empêchent de faire les élections en Jérusalem-Est. Ils ont empêché jusqu'à maintenant. Ils ont refusé qu'on fait la même chose qu'on a fait en 2006 et en 1996. On a fait 2 fois les élections avant 1996 et 2006. 1996, c'était à Jérusalem-Est. Il y a un accord conclu avec les Israéliens où on peut mettre les postes pour les électeurs. On a fait ça en 1996, on a fait en 2006, maintenant ils refusent de le faire. Pourquoi? C'est eux le problème, c'est pas le président. Le jour que les Israéliens acceptent de faire la même chose que les 2 anciennes élections, on va faire les élections le lendemain. Qu'est-ce qu'il a dit, le président Mahmoud Abbas? Mais parce que justement, moi j'ai l'impression, Excellence, c'est le sentiment qu'on a que le déficit démocratique en Palestine permet justement à Israël d'affirmer qu'il n'y a pas d'interlocuteur crédible pour entamer des négociations de paix. Mais Israël, elle fait tout pour détruire tout ce qu'on essaye de construire. À la fin, Israël, elle se prétend comme un pays démocratique et tout, et à la fin, c'est un système d'apartheid. C'est très connu et c'est très annoncé par plusieurs organisations, y compris des organisations israéliennes. Moi, B'Tselem, c'est une organisation israélienne qui a dit la première que Israël elle a un système d'apartheid. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie en Israël. Maintenant, pour la démocratie, si quelqu'un il demande que notre démocratie elle sera parfaite sous l'occupation, c'est une demande vraiment... C'est irréaliste? Réaliste, bien sûr. Si tu n'as pas le droit de faire ton comment ça s'appelle, le campagne partout, ce que tu veux, si tu ne peux pas faire tout ça, comment tu peux faire une démocratie? Dis-moi. Mais justement, il y a 2-3 points importants sur lesquels je voudrais revenir, mais avant, parce que ça reflète une idée qu'on a, et je vous écoutais à l'instant parler du système d'apartheid, et on sait que l'Algérie, l'Afrique du Sud, qui ont aussi une histoire particulière avec des anciennes colonies, vous défendent au niveau de l'Union africaine. Ils ne refusent qu'Israël, même si ça a déjà été fait, refusent qu'Israël ait le statut d'observateur pour cette raison-là, parce qu'ils dénoncent un système d'apartheid. Là aussi, est-ce que vous avez conscience finalement de l'impact de la Palestine dans l'esprit de chacun? Voilà, pour notre génération, on est né après le déclenchement de ce conflit. On n'espère pas, mais on craint qu'ils nous survivent. Et c'est vrai que vous en êtes conscient, quand vous êtes palestinien, de vous dire que le monde entier vous connaît en vous connaissant mal quand même. Vous accompagnez nos vies depuis notre naissance. On entend tout le temps parler de la Palestine. Pourquoi? À cause de ce conflit. À cause qu'on a subi la même chose. Qu'on a subi la colonisation. C'est ça que le point de partage entre la Palestine et l'Afrique. Et c'est pour ça que la Palestine, elle a aidé l'Afrique à certains moments, Yasser Arafat, elle a aidé l'Afrique du Sud, et même l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, oui. il a dit aux États-Unis même, oui, quand ils l'ont interviewé, il lui dit pourquoi l'OLP ou bien les Palestiniens seront mes ennemis, pourtant qu'eux, ils nous aidaient au fond pendant notre lutte contre l'apartheid.
Et c'est ça le point de partage entre l'Afrique et la Palestine, qu'on a subi la même chose. On a subi l'occupation, on a subi la colonisation. Mais la Palestine, elle a quelque chose de particulier. Chose particulière que tous les pays qui étaient sous la colonisation à l'époque, elle a eu leur indépendance, sauf la Palestine. Pourquoi? Parce que c'est un projet colonialiste qu'il veut mettre Israël à ce point du monde, hein, pour empêcher l'unification de ce monde arabe, qu'il construit un pouvoir économique, culturel, politique, d'une façon incroyable. Mais dans ce cas, parce qu'effectivement, dès le départ, ce sont les pays voisins arabes qui sont battus. Bon, la guerre de 6 jours, même si elle ne s'est pas bien finie pour le peuple arabe. Mais vous pensez que les pays arabes vous ont lâché dans ce combat? La guerre de 6 jours, ça a commencé par Israël, c'est pas par les Arabes. C'est Israël qu'elle a commencé à bombarder. Mais c'est aussi la victoire d'Israël et puis l'agrandissement de son territoire. Exactement. La victoire d'Israël, il a montré aussi bien sa puissance, que Israël, c'est un projet exemptionniste, qu'il veut conquérir le plus de terrain pour avoir le rêve de la grande Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël seulement, c'est la Palestine pour eux? Non, Israël, c'est plus grand que ça, c'est un grand projet pour eux. Mais ils ne vont pas arriver. Mais quand on revient aux pays arabes, vous pensez qu'ils vous ont... En plus, il y a un rapprochement entre les pays arabes, c'est peut-être pas compatible, entre les pays arabes et Israël. Vous pensez que quoi? Que finalement, vous avez le sentiment que le monde s'est accommodé de cette situation? Non. Que chacun continue sa vie tout en regardant de loin ce conflit? Je pense que le monde, ça a changé. Oui. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je suis convaincu à 100% que tous les pays arabes, ils sont à la côté de Palestine. Oui. Aucune exception. Maintenant, chaque pays a là certains intérêts, certains politiques. Mais on est d'accord avec les pays qu'ils prennent des décisions par rapport à leurs intérêts. Mais il faut toujours avoir un point commun concernant la cause palestinienne. Et moi, je vois que malgré les pays qu'ils ont normalisés avec Israël, ils continuent à supporter la Palestine. Et on le demande toujours de penser mieux, parce qu'à la fin, comment on peut dire, notre frère, notre destin commun, c'est les pays arabes. On est tous de même culture, de même langue qu'on partage. Et on ne peut pas nier que nos amis, nos frères arabes, ils nous ont supportés depuis le début de notre cause jusqu'à maintenant. On ne peut pas. Je lisais quelque part, être palestinien aujourd'hui, c'est vivre sans État, sans passeport, sans monnaie, soumis au contrôle quotidien, aux réquisitions des terres exploitables et des réserves d'eau ou expropriation. C'est votre sentiment? J'ai lu dans un article consacré à la Palestine. Non, ce n'est pas mon sentiment. Non. C'est quoi être palestinien aujourd'hui? Être palestinien, être un combattant dans le chemin de la libération nationale de notre pays et d'avoir notre indépendance. C'est ça, qu'est-ce que moi je vois. Je vois par rapport à notre lutte contre la colonisation et l'occupation israélienne, on est arrivé à faire des étapes très importantes dans notre vie. On a notre propre passeport. On a défini nos frontières, malgré que Israël n'a pas défini son frontière jusqu'à maintenant. C'est le seul pays du monde qui n'a pas des frontières définies. Voilà. Nous, on sait très bien c'est quoi notre chemin, on sait très bien c'est quoi notre but. On croit à notre cause. Et je pense que c'est ça l'état de tous les Palestiniens. On est fiers d'être Palestiniens. Malgré tout ce qu'on subit de l'occupation, oui. Je n'y ai pas. Et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. Oui. D'occupation, qu'il n'y a pas de brutalité qu'il utilise, les forces d'occupation israéliennes, chaque jour contre tous les Palestiniens. Ils tuent, ils démolissent les maisons, ils colonisent. Ils font des choses horribles, des crimes de guerre chaque jour. Mais à la fin, il faut avoir de l'espoir toujours. Il faut continuer dans notre chemin. Et c'est ça qu'est-ce que moi j'ai senti. Alors, en parlant d'un drame récent, la mort de Shirin Abu Akleh, qui est reporter pour la chaîne Al Jazeera, qui était
palestino-américaine et qui couvrait ce conflit hein, depuis des années. Déjà, son décès et ses funérailles ont beaucoup aimé votre peuple, et pas que, hein, au-delà du peuple palestinien. Pour quelle raison? C'est les conditions de sa mort, c'est le symbole qu'elle était, ou les doutes? Moi, je peux définir qu'est-ce qui s'est passé d'un seul mot, crime de guerre, que Israël a commis chaque jour contre nos peuples. Alors, c'est vrai qu'il y a une enquête qui a été sortie, je lisais ce matin, CNN. Il y a plusieurs enquêtes. Non, mais CNN a dit ce matin qu'elle a des images qui démontrent qu'elle a été tuée par des tirs de l'armée israélienne, qu'ils avaient nié. C'est ce que CNN disait ce matin. Non, le CNN elle a dit clairement que c'est impossible d'être touché par un balle palestinien. Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est 100%, c'est les Israéliens. C'est ce qu'ils disent. Mais le problème d'Israël, qu'ils essayent tout le temps de cacher deux choses. De cacher la vérité et de cacher l'identité palestinienne. La vérité que une jeune fille forte, chrétienne, palestinienne, journaliste, très connue, qu'elle donne les images et elle parle au nom du peuple palestinien chaque jour, ça le fait peur. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un il parle de son propre pays. Il aime quelqu'un d'autre nationalités ou bien d'autres régions de parler de Palestiniens, mais il n'aime pas que les Palestiniens parlent d'eux-mêmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant les funérailles. Oui, les images. On s'attendait à une autre intifada. On a cru qu'un embrasement allait venir des funérailles. Hein. Les images étaient... Les funérailles, c'est encore pour cacher deux choses. L'existence du peuple palestinien en Jérusalem, ça c'est très important, parce que eux, ils disent oui, c'est Jérusalem unifié, c'est le capitale éternel d'Israël. Ça, c'est pas, premièrement, c'est pas légitime, c'est contre les lois internationales, et c'est pas juste. Ça c'est un. Et la deuxième vérité, que les Palestiniens, musulmans et chrétiens, ils existent là-bas. Ils essayent tout le temps d'essayer de faire comme... le problème, c'est entre les Israéliens, les Juifs et les musulmans, les méchants musulmans. Mais quand il se trouve qu'il y a des chrétiens palestiniens de la même façon et ils défendent leur pays, et je vous faire reculer 3-4 semaines derrière, pendant les Pâques. Oui. Ils ont empêché les chrétiens même d'y aller prier à l'église de Saint-Sepulcre à Jérusalem. Ça montre que le problème d'Israël, c'est pas contre certains radicaux, je ne sais pas, c'est contre l'existence, l'identité palestinienne. Ils essayent même de voler notre culture, notre cuisine, tout. Ils essayent de montrer que le broderie palestinien, c'est... Mais nous, on a l'impression, vu de l'extérieur, excusez-moi, on a l'impression que ce sont les frères ennemis, les Juifs et Arabes de cette partie du monde. Ce sont des frères ennemis. Moi, historiquement, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus liés que vous moi, je n'aime pas d'appeler les Juifs. Moi, j'appelais les Israéliens. Oui. Parce que le judaïsme, c'est une confession, c'est une religion, comme toutes les religions, qu'on le respecte et si nous, les musulmans, par exemple, si on ne croit pas au judaïsme, on ne croit pas à l'islam. Oui. Ça, c'est à part. Mais qu'est-ce qu'il existe maintenant? C'est un projet sioniste sur la terre de Palestine. Il s'appelle Israël. Ce n'est pas juif. D'accord. Israël, si eux, ils essayent de montrer, oui, nous sommes un pays juif et démocratique. Comment tu peux être pays juif et démocratique en même temps? Ça ne marche pas. Parce qu'il y a 1 200 000 Palestiniens qui vivent en Israël, ce sont des Israéliens. Oui. Mais le problème, qu'ils n'ont pas le même droit que les Israéliens juifs. C'est ça le problème. C'est ça le racisme. C'est ça l'apartheid. Dernière question, Excellence. Ce n'est pas de votre faute ni de votre ressort, mais c'est quelque chose qui m'a souvent interpellée plus jeune. On a vu des gens commettre des actes horribles en disant, prétextant que c'était au nom de la Palestine. Des gens qui n'ont jamais mis un pied en Palestine, qui ne connaissent certainement pas des Palestiniens, mais qui ont vu des images et qui prétextent ces images pour aller assassiner d'autres, que ce soit en Europe, que ce soit... Comment ça vous touche? Vous vous sentez totalement éloigné de ces gens? Vous pensez que c'est leur propre parole? Bien sûr, on est éloigné de ça. Oui. Nous,
aucun moment, on supporte quelque chose de violent contre un autre peuple ou bien une autre personne de n'importe quelle confession. Ça, c'est contre l'humanité même. On est toujours contre. Et en plus, nous, on est un membre actif dans la lutte contre le terrorisme. Vous savez que la Palestine a signé un accord de contre-terrorisme avec plus que 70 pays, y compris les États-Unis et la France. Nous sommes un membre actif dans plusieurs choses. Mais qu'est-ce qu'ils essayent, les Israéliens, de montrer? Que oui, les Palestiniens, ils ne méritent pas d'avoir un État parce que la gouvernance, elle n'est pas trop juste. Ils ont des radicaux. C'est ça, qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Mais ça reste vrai. Même s'il ne faut pas généraliser, il y a aussi, vous avez aussi des gens... Dis-moi un seul peuple qui n'a pas de tout. Ah, voilà, non, c'est la question. Et dernière question, parce qu'on se dit, vous êtes tellement préoccupés, vous avez tellement de choses à faire. On se demande quelle est la nature des relations avec les autres pays. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, sachant que vous avez besoin peut-être de vos forces et de vos ressources pour votre propre cause? Premièrement, l'existence, qu'on existe. Oui. Ça, c'est très important. Pendant les années 70, 80, 90, c'était les années où on fait un grand combat pour exister sur la carte mondiale. Et c'est par rapport à notre symbole Yasser Arafat qu'on existe maintenant sur le plan international. On existe aux Nations Unies. C'est l'héritage de Arafat? Bien sûr, bien sûr. C'est l'héritage? Bien sûr, c'est son héritage qui s'était agrafé dans le cœur de tous les Palestiniens. Ça, c'est de présenter la Palestine, de montrer que la Palestine, ça existe. Ça, c'est un. Mais maintenant, on a commencé à changer même les donnes, parce qu'on sait que le monde, ça change. Et maintenant, le monde, c'est donne-donne. C'est beaucoup de business, c'est pour ça qu'on se demande comment vous faites. Oui, on a beaucoup de choses à faire. Ici, en Côte d'Ivoire, maintenant, j'ai amené pas mal de businessmen. Il y a un grand businessman maintenant, il est en train de faire des logements sociaux en grande échelle. Ça, mais à part de ça, on essaye de faire aussi, de montrer que partager notre expérience dans certains domaines avec la Côte d'Ivoire pour montrer le bon foi. Malgré on n'est pas un pays donateur, qu'on n'a pas de l'argent, mais on peut aider d'autres choses. Par exemple, on a fait de chirurgie de coronie. Oui. Les yeux, oui. Coronie, depuis quelques mois, le CHU de Trècheville, on a fait pour 30 personnes. D'accord. Avant, on a fait de formation pour la radio et télévision sur le radio rural. D'accord. Et avant, on a aussi une délégation des chirurgiens palestiniens qui sont venus ici et ils ont fait plusieurs interventions chirurgicales le CHU de Cocody. C'est bien de le savoir, on ne l'aurait pas su. Ça, c'est une question pour ma culture personnelle. Hein. Excusez. Mon réalisateur va crier, je déborde dans le temps. En fait, c'est ce que porte Yasser Arafat, qu'on voit sur les photos régulièrement. C'est typiquement palestinien, pas du tout, ce qu'il porte. Oui, c'est un symbole pour la résistance. Et c'est à cause de lui ou ça a été avant lui? C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Mais avant lui, est-ce qu'on le portait comme ça dans la rue Ça s'appelle comment? Ça apparaît comme ça, n'importe où dans le monde. On sait que c'est Arafat. Mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle le koufié. Le koufié, et ça existait avant. Enfin, les gens le portaient dans la rue, normalement. Ça existait avant, mais lui, il le rend comme un symbole pour le peuple palestinien, pour la résistance du peuple palestinien. Il a tellement été un symbole que nous, moi, j'ai appris qu'un de nos artistes a pris son nom, même s'il n'y a pas de comparaison possible. Oui. Arafat. Voilà. Ouais. Même moi, j'ai mis quelques mots sur mon Twitter quand il a décidé. Je l'ai dit, c'est une fierté pour nous de porter le nom de notre symbole. Ah bah écoutez, qui l'ait cru, mais c'est très bien ainsi. Excellence, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de parler au nom du peuple palestinien, au nom d'un peuple qui subit l'occupation, le système d'apartheid, et de porter leur voix pour nos frères ici, les Ivoiriens, pour savoir plus sur notre cause et pour qu'ils jugent eux-mêmes c'est quoi le juste et c'est quoi le pas juste. Allez, cette émission, c'est aussi son rôle, donner la parole aux uns, aux autres et donner des clés surtout de compréhension du monde qui vous entoure. Merci de votre fidélité. À très bientôt.